l'ouverture mercredi de la conférence de la Global Clinton Initiative au Maroc, Bill Clinton, l'ancien président américain, a insisté sur le rôle de la société civile dans le développement et la lutte contre la violence. Régression de l'épidémie d'Ebola en Guinée et en Sierra Leone, le nombre des nouveaux cas d'Ebola est tombé sous la barre des 10 selon l'Organisation des Nations Unies. En Italie, la police douanière et financière a annoncé mercredi avoir secouru une centaine de migrants affamés après 12 jours en mer Méditerranée. Ce forum, créé en 2005 par la Fondation. Principaux titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. La conférence de la Global Clinton Initiative s'est ouverte mercredi au Maroc. Plusieurs personnalités y participent, notamment l'ancien président américain Bill Clinton. Il a insisté sur le rôle de la société civile dans le développement et la lutte contre les violences. Reportage. Ce forum, créé en 2005 par la Fondation Clinton, réunit des leaders des secteurs du privé et du public pour débattre des grands enjeux, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, des infrastructures et de l'énergie. C'est pour la première fois que l'Afrique abrite un tel événement. Cette rencontre a pour objectif de réunir des hommes d'affaires et des représentants de la société civile et des gouvernements pour discuter de l'avenir de l'Afrique et pour débattre des enjeux notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement pour essayer de trouver comment résoudre les différends entre les frères. En allusion aux nombreux conflits qui ravagent la région, Bill Clinton estime que la seule manière de faire face à la violence au Moyen-Orient est d'améliorer l'action de la société civile et de tirer parti des opportunités offertes par la région. Par ailleurs, parmi les principaux défis figurent l'emploi et la santé. Le taux de chômage est le plus haut du monde dans la région et les systèmes éducatifs ne délivrent pas les compétences nécessaires. De retour d'une visite de 9 jours en Afrique, notamment dans les pays victimes de l'épidémie d'Ebola, l'ancien président américain a affiché son ambition pour un système de santé où il n'y aura plus d'épidémie. Mais il n'a par ailleurs pas évoqué la polémique aux États-Unis sur sa fondation caritative, au cœur d'accusations de conflit d'intérêts contre son épouse Hillary Clinton. L'époux de la candidate déclarée aux primaires démocrates de 2016 pour la présidentielle a récemment nié que les dons d'État, d'entreprises ou d'hommes d'affaires étrangers à la fondation Clinton aient pu influencer les décisions de celle qui fut secrétaire d'État de 2009 à 2013. Le secrétaire d'État américain John Kerry était mardi à Mogadiscio. Cette visite, une première sur la terre somalienne depuis plus de 20 ans, marque le retour diplomatique de Washington en Somalie. Les images. Reprise de coopération entre les États-Unis et la Somalie. Cette visite du secrétaire d'État américain survient plus de 20 ans après la débâcle militaire des États-Unis en Somalie, justifiant donc son caractère à la fois symbolique et historique. Elle a essentiellement pour but de renforcer l'engagement des États-Unis afin de soutenir la transition de la Somalie vers une démocratie en paix. Au cours de sa descente à Mogadiscio, l'autorité américaine a salué les progrès réalisés par ce pays, toujours dévasté par la guerre. Le retour de la Somalie avec un gouvernement efficace est une occasion historique pour tout le monde de repousser l'extrémisme et d'habiliter les gens dans un pays tout entier pour être en mesure de vivre la promesse de leur nation. La coopération États-Unis-Somalie a pris fin après la bataille de Mogadiscio au cours de laquelle des hélicoptères américains furent abattus et 18 de leurs soldats tués par des miliciens qui avaient traîné leurs cadavres dans les rues. Rappelons que la Somalie, plongée dans le chaos depuis 1991, est sujette depuis 2007 à l'insurrection des islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. Libérés par l'armée nigériane, quelques otages commencent à s'exprimer. Des captives du groupe islamiste Boko Haram, prisonnières du groupe pendant plusieurs mois dans le nord-est du Nigeria, ont de palpitants souvenirs de leurs expériences. Plus de détails à travers ce reportage. Ils sont près de 700 femmes et enfants à avoir été délivrés la semaine dernière. Aux mains des insurgés, ils étaient retenus dans la forêt de Sambisa,
un des fiefs de Boko Haram. C'est dans un camp de déplacés qu'ont été transférés dimanche soir 275 femmes et enfants à Yola, capitale de l'état d'Adamawa. Mariage forcé, sévices sexuels, pression psychologique, participation au combat. Ces victimes ont subi diverses sortes d'humiliations. En plus d'être traumatisées, la majorité souffre de sous-nutrition. L'Agence nationale de gestion des urgences a été chargée d'apporter un soutien post-traumatique et une réinsertion sociale à ces ex-otages. Au dire de Saad Bello, coordinateur de la MENA dans l'état d'Adamawa, de nombreuses femmes souffrent de dépression profonde. Nourriture, couverture, moustiquaires, savon sont entre autres produits distribués aux enfants et aux femmes. Les rescapés ont été notamment soumis à des tests de dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Selon Amnesty International, ont été enlevées environ 2000 femmes depuis début 2014. Le nombre des nouveaux cas d'Ebola est tombé sous la barre des 10, aussi bien en Sierra Leone qu'en Guinée. C'est le plus bas niveau depuis quasiment un an. Ce qui augure de la fin de l'épidémie, a affirmé mardi un responsable des Nations Unies. La Guinée et la Sierra Leone ont enregistré chacune 9 nouveaux cas la semaine dernière. Une première depuis juin 2014, que le total pour les deux pays tombe en dessous de 20, a indiqué le coordinateur des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Malgré cette avancée, on ne crie pas encore victoire. Il reste une poche d'infection au sud de Conakry et une poche à la frontière ouest de la Sierra Leone. Mais la maladie n'a jamais vraiment atteint Conakry, même comme on l'a vu à Monrovia ou à Freetown, et j'espère que cela n'arrivera pas. J'espère que nous allons maintenant arriver à une fin de l'épidémie et à une réduction progressive de la taille de ces poches résiduelles jusqu'à ce qu'on puisse dire que c'est bon, c'est fini. La fin de l'épidémie au Libéria doit être déclarée le 9 mai par l'Organisation mondiale de la santé si aucun nouveau cas n'est détecté dans ce pays d'ici là. Just south of Conakry and a pocket in the western border of Sierra Leone. On dit qu'il y a encore des infections dans les pays voisins, la Sierra Leone et la Guinée. Donc il faut rester prudent parce que cela peut revenir et nous travaillons en étroite collaboration avec les pays frontaliers pour qu'ils travaillent ensemble pour arriver à une situation où nous n'avons plus aucun nouveau cas en 42 jours et donc on pourra déclarer la fin de l'épidémie. L'épidémie la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976 est partie en décembre 2013 du sud de la Guinée. Il a fait quelques 11 000 morts pour plus de 26 000 cas identifiés. Un bilan nettement sous-évalué de l'aveu même de l'Organisation mondiale de la santé à plus de 99% dans les 3 pays les plus touchés, à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Au Bénin, plusieurs personnes se sont réunies pour manifester contre les actions du régime en place. La marche survient après l'appel de l'opposition à défendre les valeurs démocratiques du pays. Elle s'est tenue mercredi à Cotonou. Le point avec Génial Afouda et Floris Dossa. La marche de protestation de l'opposition est enclenchée. Soutenue par une horde de manifestants, la classe politique de l'opposition béninoise est descendue dans les rues de Cotonou pour défendre les libertés démocratiques. Que le pays tout entier le sache, que le monde entier le sache, que vous sachiez dans le monde entier qu'une parcelle des libertés est en train d'être défendue au Bénin ici pour faire corps à ce que nous avons obtenu avec la révolution de 1789. Nous souhaitons que notre pays reste en paix. Et il faut effectivement faire entendre notre voix pour que la démocratie chèrement acquise soit préservée dans notre pays. La manifestation fait suite à la tentative d'arrestation de l'un des farouches opposants du pouvoir en place, l'honorable Candide Azanaï, après que le chef de l'État ait porté plainte contre ce dernier pour outrage.
Même si la plainte a été suspendue par le chef de l'État, les populations béninoises et la classe politique restent sur la défensive. La preuve en est que la manifestation se déroule alors que le ministre de l'Intérieur avait rendu public une décision qui interdit les marches jusqu'à la fin de la période électorale au Bénin. De l'autre côté, les forces Kori pour un Bénin émergent ont elles aussi invité leurs militants à se mobiliser pour investir les rues de Cotonou. Mais pour l'instant, ces derniers semblent respecter la décision relative à l'interdiction des marches dans le pays. Direction le Népal où les secours se sont renforcés mercredi et parvenaient à apporter de l'aide aux survivants du séisme du 25 avril dernier. Le programme alimentaire mondial de l'ONU distribue du riz aux personnes touchées par ce séisme et elles bénéficient au même moment d'un programme de vaccination. Les détails. Des vols de reconnaissance ont été entamés par l'armée américaine pour évaluer les dommages dans ces zones reculées et devraient rapidement commencer à fournir de l'aide et ramener les victimes en zone sûre. Les opérations d'aide humanitaire devraient durer des semaines, voire des mois, selon le porte-parole du ministère. Des personnes déplacées et de gens qui ont perdu leur maison et survivent sous des tentes de fines bâches se comptent par milliers. Des employés médicaux vaccinent des enfants dans des villages reculés du Népal pour empêcher la propagation d'infections après le séisme meurtrier qui a frappé le pays. Après un séisme ou une catastrophe naturelle comme celle-ci, ils sont plus susceptibles d'attraper des maladies. Beaucoup d'enfants vivent dehors, ils ne s'alimentent pas suffisamment, leur condition physique n'est pas très bonne, donc ils sont plus susceptibles d'attraper des maladies fatales comme la rougeole. Le dernier bilan des autorités fait état de la mort de 7 557 personnes et de 14 536 blessés. Plus de 100 000 personnes ont également été tuées en Inde et en Chine. Le gouvernement a prévenu que le bilan final serait bien plus élevé car les secours commencent seulement à accéder aux zones les plus reculées qui ont été également les plus affectées. Le gouvernement a prévu d'allouer 20 milliards de roupies, soit 196 millions de dollars, à un fonds de reconstruction et de réhabilitation, mais il espère une importante aide financière de la communauté internationale. La police douanière et financière italienne a annoncé mercredi avoir secouru dans la nuit une centaine de migrants affamés après 12 jours en mer Méditerranée. Les migrants, parmi lesquels 35 femmes dont 3 enceintes, ont expliqué avoir passé plus de 10 jours en mer sans vivre et avec les cales emplies d'eau. Le patrouilleur Montesimone de la police financière, chargé également des contrôles douaniers et de la lutte contre les trafics et l'immigration clandestine, a repéré dans la nuit un bateau délabré de 50 mètres à 200 milles au large des côtes siciliennes avec 98 personnes à bord. Au total, les gardes-côtes italiens ont annoncé mercredi matin avoir coordonné mardi le sauvetage d'environ 650 personnes, tandis qu'une trentaine de migrants, probablement syriens, sont arrivés dans les Pouilles à bord d'une embarcation de fortune. Au fur et à mesure des arrivées des bateaux, les migrants secourus ces derniers jours continuaient mercredi de débarquer sur les côtes italiennes. Ils étaient ainsi 230 à Roccella Ionica et 330 à Messine, tandis qu'un navire militaire était attendu à Naples avec environ 600 migrants à bord. Alors que l'accueil de ces migrants supplémentaires représente un défi de taille pour l'Italie, qui compte déjà plus de 80 000 migrants dans ses centres d'accueil, la solidarité n'est pas de mise partout. La petite région du Val d'Aoste dans le nord-ouest du pays a ainsi annoncé mercredi qu'elle avait refusé d'accueillir les 79 migrants que le ministère de l'Intérieur, qui répartit les migrants entre toutes les régions du pays, comptait lui envoyer. Notons que la région, qui compte 62 places toutes occupées en centre d'accueil, se trouve dans l'impossibilité absolue de trouver des places supplémentaires répondant aux critères de durabilité et de dignité. Ainsi se referme cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de journée en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.